Émission riche en actualité aujourd'hui. Renault Espace vient de faire son restylage plutôt surprenant parce qu'elle a que 2 ans de vie. On parlera de Mercedes. Exactement. Bel éclairage. Smart Hashtag 5. Oui, qui a de l'allure aussi, très bien designé. L'âge moyen des acheteurs de Ferrari. Bah, c'est déjà pas mal. Et puis les petits pronostics de l'Argus sur Renault. Exactement. Laissez-nous un petit commentaire de soutien, le petit pouce bleu, on s'abonne. Bonne vidéo. A tout de suite. Cette place, c'est gigantesque. On avait adoré l'essayer. Ouais, c'est vrai. Voilà, l'espace qui a à peine 2 ans On lui apporte des chances. est déjà facelifté. C'est dingue, hein, le rythme qu'impose Luca De Meo chez Renault. Alors, a priori, je pense que s'il est facelifté aussitôt, c'est que c'est pas non plus un énorme succès commercial, que les gens ne se réunissent pas en bataillon dans les rues de Paris pour dire s'il vous plaît, j'aimerais, ou dans les rues de Lyon ou de je sais pas quelle grande ville pour dire s'il vous plaît, j'aimerais un Renault Espace. C'est plus subtil que ça parce que lancer une phase 2 coûte des sous. En fait, c'est pour tout simplement, Luca il vient de chez Audi. Donc quand tu es directeur marketing d'Audi, tu avais à la grande époque, sous Winterkorn, il fallait tout le temps lancer des nouveautés, tout le temps pour montrer que tu étais puissant. Et là, c'est le rythme qu'il imprime. C'est-à-dire qu'importe tes résultats, tu imprimes ce rythme tout le temps. Tu as raison en partie, mais la lecture est à mon avis un peu plus fine et le raccourci un peu trop facile dans le sens où l'Austral qui est sorti avant n'a pas été restylé. Il est restylé là, il est maintenant. Oui, mais dans ton truc de com. Mais ils ont l'espace est sorti après l'Austral. L'espace est sorti après l'Austral. L'espace est restylé avant l'Austral. Et dans les ventes, de toute manière, quelle que soit notre opinion et notre débat, ce n'est pas un complet échec, mais ce n'est pas non plus. Alors, il coûte cher, il fait cette place, c'est un grand truc, tu vois. C'est pas un franc succès. Ouais. Enlève et montre-nous ton tatouage Renault. Restylage du Renault Espace, on rentre dans le... D'ailleurs, il y avait eu un débat sur le nom, est-ce qu'il fallait sortir un Grand Austral, est-ce qu'il fallait en faire un Espace. Moi j'aimais bien le nom d'Espace, beaucoup étaient un peu interloqués quand il est sorti. Désormais c'est entériné. Ils auraient dû l'appeler Grand Austral. Oui, l'idée c'était de faire perdurer en fait l'appellation Espace, parce que moi, pour en faire bien un 100% électrique qui va arriver bientôt. Ça n'est pas consensus. La justification qui est plutôt donnée en off par le constructeur, c'est plutôt de dire on est dans une ère Vidal avec les designs, ces voitures-là sont sorties avant l'ère Vidal, donc et on harmonise. On veut harmoniser, donc c'est pour ça que cet espace passe par la case restylage. D'ailleurs la gamme c'est génial parce que cette face avant reprise du Rafale, maintenant ça va donc, tu as l'espace, le futur Austral, pardon, l'Austral phase 2 lui aussi adoptera très probablement ce visage, et tu as comme ça, quand tu regardes toute la gamme de la Clio au Rafale, c'est Vidal qui signe tout. C'est Austral dont on parle assez peu, mais qui se vend plutôt bien pour le coup. Mais qui se vend super bien et qui a été justement aussi un outil fort pour relancer Renault. Hein. On rentre dans le vif du sujet, Renault Espace, qu'est-ce qui change? À l'extérieur, tu vas avoir des formes plus anguleuses à l'avant. Ils ont abandonné un peu les espèces de crochets que tu avais sous les optiques. Le regard a changé, tu as une nouvelle signature lumineuse. Il prend 2 cm de long. Il n'y a pas grand chose qui change. C'est le même regard familial que la Clio qui passe là-bas. Tu vois, c'est la même chose que le Rafale. Exactement. Il prend 2 cm. Non, il n'y a rien qui a changé sur le châssis. C'est juste les boucliers qui ont été un peu revus, qui fait qu'ils s'allongent un petit peu. À l'arrière, c'est aussi marqué, même si le changement n'est pas énorme à l'arrière, tu as les dessins des feux qui sont une nouvelle signature lumineuse. Légèrement biseauté, c'est assez chouette. Ouais, ça lui donne un peu plus de personnalité. A priori, la gamme accueille les logos aussi, l'emplacement du logo, ils sont plus jolis. Enfin, c'est chouette d'avoir ça en fait. C'est un vrai facelift. Tu as aussi une nouvelle couleur qui apparaît au catalogue, un gris bleuté baltique. Qui fait penser d'ailleurs au gris, au bleu qu'avait lancé le Symbiose. Tu sais, tout à coup, ils soignent leur coloris. Oui, et en plus on l'avait essayé en ce bleu. C'est ce qu'on avait essayé, c'est ça? Exactement. Et c'est des coloris, tu sais, vraiment, travaillés et originaux. À l'intérieur, peu de changements. Ce qui change, les sièges avant qui ont été revus, redessinés pour un meilleur soutien latéral, un meilleur soutien aux épaules selon constructeur. Tu as des nouvelles selleries. Tu as aussi le fameux toit Solar Base et un toit opacifiant qu'on avait découvert sur quelle voiture? Le Rafale. Le Rafale, et qui maintenant va être mis de plus en plus sur toute la gamme, aussi. Qui est fait de mémoire avec Saint-Gobain. Exactement. C'est la première Renault avec reconnaissance visuelle du conducteur. C'est une option.
ça va vous apporter quoi? C'est qu'il y a une caméra dans le pare-brise qui, quand tu vas rentrer dans la voiture, on va te reconnaître, va te dire tiens, c'est Cédric, il aime son siège réglé bas, son volant. Alors c'est sur le pilier ici. Proche, elle est ici la petite caméra. Proche du corps, et il te va mettre le système d'infodivertissement comme tu le veux. Techniquement, pas du tout de révolution. Le 200 chevaux full hybride, 130 chevaux de bloc thermique. Ce qui est la motorisation, en fait, Jean serait à côté de nous, dirait écoutez, voilà, beaucoup et nombreux d'automobilistes souhaitent en fait, n'ont pas envie vraiment de brancher leur voiture. Oui. Et un hybride simple, il n'y a rien de mieux. Tu consommes peu, ça avance quand même. Le meilleur des mondes. C'est un 3 cylindres. Ce qui change, il y a la fameuse boîte à crabot dans le groupe Renault. Et en fait, la partie soft a été revue. Comme c'est qu'une annonce, on ne l'a pas testé. Je vais vous dire ce que eux. Mais la boîte était déjà plutôt chouette en fait. Tu vois, c'est marrant. Ils améliorent. Ça veut dire que tu es puissant. Les sièges, par exemple, on s'était jamais dit, tiens, il manque de soutien latéral et tout ça. J'ai même trouvé plutôt bien. Tu vois, donc ils les améliorent encore. Là, c'est que tu te dis, tu envoies un message à tous en disant, on avait 18 sur 20, et on va encore plus loin. C'est quand même fort. Non, c'est balèze. Qu'est-ce que ça change chez le boîte à crabot? Ce qu'ils attendent, selon eux, c'est une meilleure fluidité des passages de rapport. Ça supprime toute sensation d'inertie, je lis. Ce qui cite toute sensation d'inertie, notamment lors du rétrogradage. Donc c'est un petit effet qu'ils donnent sur la pédale d'accélérateur ou lors des reprises. Ce qu'ils ont aussi retravaillé, c'est une meilleure acoustique. Pardon, parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Qui parle italien. Exactement. C'est joli l'italien. Exactement. On aurait peut-être attendu la version 300 chevaux du Rafale dessus. Rafale dessus. Pour le moment, pas prévu. A priori, il arrivera ce nouveau Renault Espace pendant l'été. À quel prix? On n'en sait rien, parce que ça n'a pas encore été commercialisé. Il devrait être 1 millier d'euros de plus, tu vois, j'imagine. C'est habituel. C'est dans ces eaux-là, je pense. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre après? Je ne sais plus, j'avais mis... Smart 5. Si, il y a meilleure insonorisation. Mais ça, je dis. Ok, bon, alors très bien. Alors, Smart 5. Hashtag 5. Hashtag 5, parce que c'est bizarre de... Ouais, ils mettent toujours un hashtag. Bon, on dit Smart 5. C'est des jeunes. Smart, qui est très loin justement de n'être qu'une petite voiture et réduit à ses moins de 2,50 m quand elle est née. Aujourd'hui, c'est une gamme entière puisque la Smart 5 va faire 4,70 m de long. Autrement dit, c'est un SUV aux accents de ce que pourrait être peut-être un futur Mercedes GLB. Il est anguleux, il a un côté même 4x4 de toujours. Bref, Smart aujourd'hui a un destin qui est présidé à parité entre Mercedes et Geely, chinois. Geely s'occupe évidemment de toutes les batteries, de l'ensemble du dispositif mécanique, électronique, technologique. Et Mercedes dessine. Et Mercedes dessine bien. Regardez les jantes de l'Hashtag 5. Franchement, dans sa version maximum, le top du top, elles sont vachement jolies. Et surtout, il y a des aplats. Le truc a une personnalité immédiate. Alors c'est marrant parce que c'est une personnalité à la fois forte, presque masculine, et en même temps, il y a beaucoup de douceur dans... c'est très peu travaillé, c'est très peu sculpté. Il s'offre un design qui frappe l'esprit, c'est vachement doué. Ce qui est marrant, c'est que je me permets une petite parenthèse, c'est quand je t'écoute parler, parfois on peut dire on parle souvent du design, du look d'une voiture, etc. Et parfois on ne donne pas de données techniques, machin, etc. Pourquoi pas? Pourquoi je vous parle de ça? Quand tu regardes les premières raisons d'achat d'un véhicule, c'est le look de la voiture. Ça reste tout en haut. C'est-à-dire de tout le temps, surtout maintenant à l'électrique où tu as envie de te dire, tu vas peut-être regarder un peu plus l'autonomie, la fiche technique, machin. Premier design, c'est-à-dire que les gens vont acheter une voiture d'abord pour son look. Est-ce qu'ils ont un coup de cœur ou pas? Et si la fiche technique est moins bonne et que la voiture leur plaît plus, ils iront quand même l'acheter. Donc comme quoi, c'est ça qui est bien dans l'émotion. Pardon de cette petite aparté. Et ça c'est intangible. Ouais. Fiche technique du coup. La fiche technique, eh bien évidemment, elle est 100% électrique. Son autonomie atteindra dans sa version la plus poussée 590 km, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui en fait dans le marché, des modèles Y, de l'i5008, de l'X3 et tout ça, les puissances
587 chevaux pour la plus performante, qui fera le 0 à 100 en 4,9. Et ça débutera sinon à 340 chevaux, avec une version intermédiaire à 363 chevaux. Le 0 à 100, je l'ai dit, 4,9 pour le top du top, 587 chevaux. Et ça débute à 6,5. Autrement dit, ça envoie quand même vraiment très fort. Et alors, les prix ont été annoncés. Ça va débuter à partir de 46 600 €. Et pour le top du top, 57 600 €. Si les loyers sont chouettes et que c'est poussé, tu vois, qu'ils poussent un petit peu sur les loyers, bah vous pourrez vous en offrir une. Allez, en croisant pour les 1%, tu sais, du prix facial, vous serez autour de entre 450 et 550. Je sais pas si ça se vend Smart en France, je vais pas creuser. Si alors, on en voit, dans Paris, on en voit beaucoup. Et on en voit beaucoup. De plus en plus, beaucoup. Alors, dans les quartiers chics, on en voit vraiment. Okay. Elles ont de l'allure. Tu es d'accord avec ça, là? T'en vois beaucoup, les Smart? Ok. Non, t'en vois. Si c'est validé par là, c'est validé par la street. Non, t'en vois vraiment. Et d'ailleurs, tous les modèles. 800 volts. Oui. Donc ça veut dire des recharges quand même intéressantes, rapides. Un grand coffre, 630 litres, oui. Plus 72 litres de fringue, c'est-à-dire le coffre à l'avant. Je termine par le meilleur. Elle a un encadrement qui intègre 3 écrans. Autrement dit, tu as l'impression d'avoir un seul et même unique écran qui fait classique maintenant chez tout le monde. Alors chez Mercedes avec la nouvelle classe A, mais là sur la Smart, tu as l'impression que c'est encore plus grand. C'est de toute beauté. Franchement, mais rien que ça, moi j'ai envie de l'acheter. Je monte à bord, je me dis mais waouh, mais attends, mais c'est un vaisseau de Star Wars le truc. Alors les petits, parfois il y a aussi des réflexions qui, pour le coup, s'entendent. Ouais. Quand tu as trop d'écran, ça fait que ta voiture aussi vieillit. Tu vois, c'est joli quand tu l'achètes, mais quand elle aura 7-8 ans, elle va peut-être moins bien vieillir. Alors en fait, c'est l'intermédiaire. Quand tu regardes par exemple Tesla, qui a inauguré avec la Model S, tu montes dans une Model S, même les toutes premières de 2012, ça a carrément bien vieilli. Tu prends des modèles de 2012, et à l'époque, il y avait déjà des débats en disant « Je veux pas mon écran, vous allez nous perdre, machin ». Tous les modèles de 2012, ils ont tous pris cher, et c'est fini. Et je peux te dire que tu te le colles en concession, et tu te dis « Putain, quand tu montes dedans, les jeunes qui nous regardent, dites-nous, t'as pas envie de l'acheter parce que t'as pas ton écran ». Donc, l'âge moyen d'un possesseur de Ferrari. Ah, je crois que j'ai vu passer le truc. Alors, je sais pas quel est l'âge moyen. Il y a de plus en plus de gens qui ont moins de 40 ans qui achètent des... Ouais, c'est exactement ça. Toi et moi, c'est loupé. Hein. C'est pour ça qu'on n'en achète pas d'ailleurs. Quand on a passé les 40 ans, on n'en prend plus. C'est fini. Le président de Ferrari a annoncé que 40% des nouveaux acheteurs cette année avaient moins de 40 ans. Alors, d'ailleurs, ce serait très intéressant de voir le profil socio-économique. Parce que, alors moi je connaissais le économique, profil... a priori on peut dire riche. On peut dire même très riche, parce que je connaissais il y a quelques années le profil socio-économique des acheteurs de Porsche, avec des déclarations de revenus moyennes, alors mondiales, hein, au-delà de 500 000 € de revenus annuels. Et sinon, 81% des acheteurs de Ferrari sont déjà des possesseurs de Ferrari. Combien de Ferrari sont produites annuellement? 13 000. Il connaît tout par cœur. et il faut 2 ans d'attente à partir de la commande. C'est pour ça que j'en ai pas pris. Anecdote du... J'avais plus de 40 ans, il y avait trop d'attente. 2 ans d'attente. Donc c'est bien, c'est-à-dire que tu as quand même un carnet de commandes qui voit venir et une trésor qui est confortable. Ouais. Le président de Ferrari disait que parfois dans ses acheteurs, il avait quand même quelques acheteurs de plus de 40 ans. Et il dit, notamment, il y en a un qui m'a dit, écoute, j'ai 78 ans, j'aimerais bien être livré avant 2 ans. Il dit, ça c'est une bonne raison, je te la ferai livrer avant. Voilà, pour ceux qui voudraient déroger à ces fameux 2 ans de délai. On enchaîne régulièrement, on a des sponsors dans les vidéos, c'est ce qui permet aussi à une chaîne YouTube de vivre. Mais aujourd'hui, on aimerait mettre, vous ne connaissez pas, on aimerait mettre en avant un petit truc qui fait du bien. C'est formidable. Café Joyeux. C'est formidable. Ouais. J'ai connu Café, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai connu Café Joyeux grâce à un podcast de Mathieu Stéphanie, que je ne connais pas, à qui je passe le bonjour et bravo pour son travail. Café Joyeux, c'est quoi? C'est à la base, comme Starbucks ou d'autres marques, des cafés, je crois qu'ils en ont 26 ou 27 dans toute la France. Une sorte de coffee shop. Exactement, sauf que ces coffee shops, ils sont opérés par, en grande partie, des travailleurs en situation de handicap. De handicap mental ou de handicap cognitif, par exemple. Et en fait, forcément, quand tu opères un café comme celui-là, bah, du coup, tu as besoin d'un peu plus de gens. C'est super de le dire. Et donc, du coup, la rentabilité de ces cafés-là,
ils sont contents quand ils sont à l'équilibre. Donc ce n'est pas du tout une opération pour gagner de l'argent, c'est une mission vertueuse. Yann, son patron que j'ai entendu, que je salue et qui m'a touché comme expérience. Et en fait, ils ont créé ces petits cafés. Donc tu peux acheter soit ces cafés-là, soit ces capsules que tu manges chez toi, enfin que tu bois chez toi. Ils lancent une gamme de produits. Exactement. Cette gamme de produits, tu peux soit Mmh. l'acheter sur leur site, soit l'acheter dans les points de vente pour ceux qui le commercialisent. Si tu veux sur le site, je crois que tu es livré en 48 heures. Et en fait, ils servent à quoi ces cafés? Déjà, c'est du bon café. Ils font partie des 1% des meilleurs cafés dans les sélections de café. Donc ça sera aussi bon que des très bons cafés. Oui, donc c'est pas simplement un prétexte. Exactement. Et en plus, ce café-là, en plus d'être bon, en fait, les bénéfices qu'ils vont faire avec ces cafés-là, ça permet de financer les cafés qui emploient les personnes en situation Les fameux cafés joyeux. de handicap. Il y en a partout en France ou c'est uniquement parisien? Ah non, du tout. Le premier était à Rennes. Ah ok, bah formidable. Donc, okay, il y en a partout en France. Pardon d'être parisiano-parisien. C'est la capitale en même temps, donc il n'y a pas de mal. Et donc je voulais dire, un petit grand café, allez sur leur site, commandez-en. Et en plus, ce que je trouve bien, soyez égoïste. Faites-vous plaisir. Et pourquoi vous ferez plaisir en prenant ce café-là? C'est qu'en fait, la première chose que vous faites le matin en général, c'est de prendre un café. C'est le premier réflexe qu'on a tous. Et bien quand vous prendrez votre café, ça sera un café joyeux, que ce soit une capsule ou que ce soit ce café-là. Et vous direz, la première action que j'ai faite de ma journée est une bonne action. Bah écoute, c'est formidable. C'est pas mal comme truc. Et joyeux. Et ça crée probablement des émules puisque Eric Kayser, qui est un grand pâtissier boulanger, j'allais dire parisien, mais qui est installé, je crois, jusqu'au Japon, lui aussi emploie, en tout cas dans celui dans lequel je vais de temps en temps, emploie lui aussi des handicapés, notamment quelqu'un qui a des problèmes cognitifs et tout ça, qui se reconnaîtra peut-être s'il nous regarde, qui est hyper sympa. Et d'ailleurs, c'est agréable d'être servi parce qu'il est tout le temps souriant. Donc, à moi, à chaque fois, il me reconnaît, il me dit tiens, je vais te donner ça. Allez commander du café joyeux, allez écouter le podcast de Mathieu Stéphanie pour mieux comprendre la mission derrière. Et voilà. Voilà, non mais c'est important de le dire. Alors, on continue. On va faire, en parlant de joie, il y a des joyeusetés qui arrivent. Lesquelles? Il y a des ventes aux enchères. RMS Sotheby's va, le 24 avril 2025 prochain, passer en vente 3 voitures qui ont appartenu à Agnelli, au grand patron de la Fiat. La première, c'est une Fiat Panda 4x4 de 119 000 km, rénovée comme jamais. On l'estime entre 20 000 et 40 000 euros. Elle est 1986. Il l'a gardée jusqu'en 2001. Elle est de toute beauté, la caisse. Mais c'est sans doute la plus belle Fiat Panda qu'on ait jamais vue. Foncez, regardez. En plus, une 4x4. Deuxième voiture mise en vente. Un break Lancia Thema Zagato, qui a aussi appartenu à Agnelli. Reconnaissable à ses jantes, totalement original et unique. 92 000 km, équipé de elle a roulé? Ouais, elle a roulé. Équipé du V6 de 2,8 litres, pardon, j'ai du mal à m'exprimer ce matin, c'est sans doute un peu le froid. Elle est de 1986. Là aussi, on estime son prix entre 80 000 et 160 000 euros. Ce serait la plus chère des Lancia Thema. En plus, c'est un break. Donc le break, c'est encore plus rare. Regardez-le, branchez-vous sur RMS Sotheby's. Troisième voiture. Alors là, 300 000 euros. Et le prix estimé, c'est pas une Panda, c'est une Fiat 130 break, très haut de gamme avec du bois. Elle a un côté très américain, elle est 1974. Elle a une galerie de toit dans laquelle il y a un panier en osier. Allez regarder tout ça. 63 000 km. Elle a un look pas possible. Elle est prisée des collectionneurs. Et elle est là aussi équipée d'un V6 de 3,2 litres, ce qui est une rareté totale pour une Fiat 130. Bref, du 20 au 24 avril, la vente aux enchères. Ces voitures ont appartenu à Agnelli. Rien que pour ça, on a envie de regarder ce que ça va faire et ce qui va se passer. Il y a une deuxième vente aux enchères et après je te laisse la parole. C'est le 29 mars 2025, donc c'est samedi. C'est à Beauvais et une vente consacrée aux Youngtimers. Branchez-vous sur le site Interenchères. Et alors là, pour ceux qui aiment les 205 GTI, les Clio 16S, les 306 S16, les 309 GTI, les 406 MI16, les R21 Turbo. Et bien là, en voulez-vous, en voilà. Et alors, autant les prix évidemment de RMS Sotheby's sont en centaines de milliers d'euros, là c'est en milliers d'euros. On peut s'offrir une voiture avec un kilométrage certain en tout cas, mais allez, à partir de 4 000, 5 000,
jusqu'à 30 000 € pour une CX-25 GTI Turbo, peut-être qu'elle fera davantage. Vous pouvez vous offrir une belle Youngtimer. Voilà, c'est dit. Mercedes Classe J, cet ovni qui résiste à toutes les guerres électriques, malus écologique, etc. Il sort en DCI 150 chevaux. Exactement. Ben, en fait, il est sorti dans les années 70. De base, c'était un 4x4 un peu baroudeur. Militaire. Ouais. Et c'est devenu un peu une icône du luxe. Et en fait, les ventes sont relativement élevées, soutenues, voire insolentes, je dirais. Pour rappel, premier prix en France, 172 000 €. Donc c'est une voiture relativement 172 000 € hors de prix, surtout que tu achètes une voiture avec un châssis... Plus d'1 million de francs. Et en ancien franc, sans briques. Et là où toutes les nouveautés, entre guillemets, un châssis moderne, revu, etc., elle garde un peu son châssis séparé qui est un peu rustique, avec son pont arrière rigide, qui fait qu'en termes de confort, c'est pas nul, n'exagérons rien, mais c'est pas non plus Ce qui est amusant, oui, c'est qu'il préserve justement un truc très presque fermier ou très rustique en fait. Elle est sortie l'année dernière pour la première fois en 100% électrique, donc du coup les ventes, 42 000 ventes dans le monde. Donc 42 000 ventes. Non, c'est pas rien. On se marre, mais c'est pas rien. 70 000 le bout, ça fait quand même un peu de sous. Cyriac, Vodif. Eric Vogel, Cyriac Vogel. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Cyriac, c'est sa voiture préférée. Il a 21 ans, on le salue. Voilà, il nous regarde. Les chiffres sont stables en plus. Dans un marché qui était globalement en baisse, c'est que moins 1%, donc c'est assez stable. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, le Cayenne qui sort en hybride, etc., donc qui est beaucoup plus poussé en termes de vente, donc qui est peut-être la référence du segment, c'est 100 000 ventes. Donc 42 000 pour Classe G. Donc c'est pas mal. Et le XM, chez BMW, c'est que 8 000 ventes. Alors le Classe G, il existe aussi en 100% électrique, non? Oui, mais pour le moment, il est sorti, je crois que en fin d'année 2024. Donc et puis il est capable de faire des tours sur lui-même. Oui, exactement. Du coup, ça me permet de faire un petit focus sur les 2 millions de ventes de Mercedes, de voir un peu qu'est-ce qu'ils vendent. Donc c'est 2 millions de ventes dans le monde, Mercedes. Classe S, 127 000 ventes sur 2 millions. Les Mercedes AMG, 140 000 ventes, toujours sur 2 millions. Le Classe J, on en a parlé, 42 000. Oui, en fait, ils ont premiumisé vachement. Pas mal leur gamme. Le Classe G, 42 000. C'était une stratégie de vouloir... C'était le but. Leur but, c'était de dégager plus ou moins les Classe A. La Classe A va s'arrêter d'ailleurs. Et on fait du luxe et on marche bien. Les Mercedes Maybach, c'est 21 000 ventes. La Classe E, je pensais pas que les Classe E se vendaient si bien parce que c'est quand même assez cher une Classe E. 512 000 ventes. Parce que les sedans en Amérique du Nord, ça marche bien. Ok. La Classe C, 725 000 ventes. La Classe B, 184 000 ventes. Et les ventes d'électriques, ça représente sur leurs 2 millions que 185 000 ventes. Et c'était en baisse de 23% versus 2023. Là, je vous ai donné les ventes de 2024. Non mais c'est costaud en fait Mercedes. C'est marrant parce qu'ils sont, je sais pas pourquoi, parfois ça passe un peu hors des radars, mais la marque continue grâce à toi de bouger. Grâce à moi. Non mais pas moi qui les achète. En tout cas tu nous rappelles l'info, parce qu'en France il y a une sorte, ils sont un peu sous les radars en ce moment. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus de BMW, du moins en France, que de Mercedes. Le monsieur a bien aimé mon ordinateur. Oui, il aime bien ton ordi, c'est parfait. Un MacBook Air, je vous fais un petit prix. En parlant de premium, Tesla, Leo Care, ça ne dira peut-être pas grand-chose à beaucoup de monde. Leo Care, c'est une société qui notamment te permet de comparer des contrats d'assurance. Non, ils sont assureurs eux-mêmes. Et ils sont assureurs eux-mêmes. En fait, c'est une insurtech, donc ça s'appelle une start-up du monde de l'assurance. Et en fait, ils commercialisent eux-mêmes leur propre produit d'assurance. Ils ont une vraie volumétrie, ils ont beaucoup de clients. Communiqué de leur part, attirant l'attention sur la baisse des ventes de Tesla, en neuf comme en occasion, tout simplement parce qu'ils ont repéré chez eux une baisse significative des demandes de devis autour de Tesla. Alors ce débat, on l'a depuis plusieurs mois, notamment avec Jean. Est-ce que c'est lié à l'attentisme lié au modèle Y, parce que le modèle Y étant leur best-seller, le best-seller, la voiture la plus vendue au monde, toute énergie confondue, et le facelift étant parvenu, est-ce que les ventes vont remonter? Ou alors est-ce que c'est lié aux prises de position de Elon, très controversé? C'est aussi corroboré par Le Bon Coin. Le Bon Coin qui note, notamment par la voix de son président, que
eh bien, il y a une recrudescence des ventes en occasion et des petites annonces de Tesla. Donc il y a des gens qui veulent se débarrasser plus rapidement que prévu de leur voiture et dans des proportions importantes puisque c'est plus 30%. Et les prix baissent aussi. Et les prix moyens baissent. Alors certains expliquent que les prix baissent. Est-ce que c'est lié justement à une sorte de désaffection en disant bah zut, j'essaie de pousser et des gens ne veulent plus rouler. Parce qu'il y a le nouveau qui sort. Est-ce que ça baisse parce qu'il y a le nouveau qui... Ou alors certains disent aussi attention, ça baisse, ça aurait de toute façon, quelle que soit la désaffection ou non, ça aurait très probablement baissé parce qu'aujourd'hui, le marché de l'occasion électrique avec les Chinois d'MG qui sont là depuis 2 ans et la volumétrie d'autres constructeurs, c'est normal que ça baisse. Voilà. En fait, la lecture est un peu plus fine que faire le raccourci pour faire des il y a une désaffection Tesla très forte. Voilà. Nous, on est ni pro ni contre. On vous donne des éléments de lecture pour vous faire votre propre opinion. Autre petite information, tu viens de nous parler d'électrique. On voit énormément de groupes rétropédales, et peut-être le mot un peu dur sur l'électrique, mais en tous les cas disent l'électrique ça va prendre plus de temps à arriver. Si jamais ça arrive, donc il faut qu'on ait des situations intermédiaires. Et on a peut-être été trop... La passation s'est peut-être fait trop brusque. Il faut qu'on ait des solutions intermédiaires. C'est notamment le cas de notre champion européen, qui est le groupe Volkswagen, qui prépare un nouveau moteur hybride. Volkswagen est très bon sur l'hybride rechargeable. Tu prends la Golf, tu prends le Tiguan, ça t'offre des autonomies en hybride rechargeable au-dessus de 140 km. Record. Ce qui est très honnêtement très bon. En vrai, c'est balèze. Et là où le groupe Volkswagen était, ils avaient des hybridations très légères et des hybridations, on va dire fortes, qui sont des hybridations rechargeables, mais au milieu, ils ont un petit trou dans la raquette, dans leur gamme. Et ce qui a fait les choux gras, et c'est en ce moment ce qui est un peu en vogue. Les hybrides rechargeables ont un peu le moins le vent en poupe, et les hybridations dites full hybrides, telles qu'on voit chez Toyota, telles qu'on voit aussi chez ton tatouage chez Renault. Le groupe Renault qui se vend assez bien. Je vais m'en faire un deuxième. et donc du coup, ils vont sortir un nouveau moteur. Pour passer un peu comme Toyota, ça sera a priori on pense que ça sera sur un 4 cylindres 1,5 litre avec auquel il y aura un moteur électrique et une batterie avec des puissances allant de 200 à 270 chevaux. Ça va équiper toutes les voitures du groupe. Donc on peut penser au Golf, au Skoda Octavia, au Tiguan, aux Audi A3. Oui, donc c'est conséquent. Ouais. Le but affiché, c'est de pallier à la hausse de l'électrique, à la volonté de passer des personnes au 100% électrique, plus faible en tous les cas, qui va moins vite qu'attendu. Et la première qui devrait avoir cette motorisation sera a priori le T-Roc, qui devrait être présenté au salon de Munich au mois de septembre. Le salon de Munich, en plus, eux jouent à domicile. Oui. Volkswagen a besoin de nouveaux, d'émerveiller de nouveau. Ça risque d'être un très très beau salon. Voilà. Puis dans les nouveautés, on attend évidemment un restylage de la ID4, de la ID5 qui devrait être présenté probablement à Munich. C'est un gros salon. Il y a le T-Cross, il y a la ID2 version définitive aussi, peut-être qui sera présenté justement à Munich. Ouais. Bref, il y a Volkswagen et l'ensemble du groupe va se bouger. En parlant de nouveautés chez Renault, l'Argus a fait des pronostics de lancement chez Renault jusqu'en 2030. Oui. Alors c'est assez intéressant parce que notamment sont attendus. Attendez, il faut que je retrouve mes petites notes. Sont attendus la Peugeot 208. Non, alors la Citroën Estate. Sont attendus à Munich très probablement la nouvelle Clio. Enfin la nouvelle Clio. Oui, pardon, attends, je suis fatigué, pardon. Donc sont attendus à Munich la nouvelle Clio dont on a déjà parlé ici. Peut-être aussi la Mégane, tu sais, elle aurait besoin d'un petit restylage. Ouais. Donc on se dit que pourquoi pas. Et évidemment l'Austral aussi, mais alors l'Austral ce sera probablement en juin, qui adoptera évidemment le nouveau visage. Un Symbiose, paraît-il, avec 160 chevaux est aussi en approche. Ok, ça il l'avait un peu annoncé. Donc ça c'est cool, plus de puissance, parce que c'est ce qui lui manquait un petit peu. On se disait tiens, ce serait bien qu'il ait un peu plus de tonus. La Twingo évidemment, dont tout le monde parle, 2026. Alors après, c'est les pronostics de nos confrères de l'Argus. En 2027, il y aurait une R4 avec beaucoup plus d'autonomie que celle affichée d'aujourd'hui, qui est de l'ordre de 400 km. Okay. Donc, et peut-être à 4 roues motrices. Et puis ensuite viendront un Austral entièrement électrique en 2029, une nouvelle Mégane E-Tech pareil autour de 2029,
Et puis information. Donc c'est l'Arius, hein, je ne fais que. C'est-à-dire que là où Renault aujourd'hui a ses versions thermiques et les versions électriques qui ont des noms de modèles différents, c'est-à-dire que l'Austral, ce qui semble un peu le tiercé gagnant de garder le même nom et de le décliner sur toutes les motorisations thermiques et électriques. Il s'appellera Austral avec un E, ça fera Australie, c'est marrant. Okay. Il y a une petite Smart qui passe à côté qui est entièrement électrique. Là, nous demande de nous arrêter là. Ah, je vous demande de vous arrêter. D'accord. Vendredi, on retrouve quoi? On retrouve l'essai du Toyota Yaris Cross. Et qui est une sacrée voiture. Hein. Parce que là aussi, hybride non rechargeable, bon prix, petit SUV, qui est à la fois petit et qui est à la fois grand, ça marche. Exactement. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien, le petit pouce bleu, et on dédie cette émission au Café Joyeux. Au Café Joyeux, mais pas que. À la tante d'Alain et à la marraine d'Olivier qui malheureusement nous ont quittés, donc des petits cœurs dans les commentaires. Et à très vite. À très vite.